Un enseignant qui subit des remarques répétées de la part de ses collègues n'est pas forcément victime de harcèlement. Vrai ou faux? C'est vrai, Le harcèlement entre adultes dans un établissement scolaire est souvent plus difficile à détecter que celui entre élèves. c'est faux. La frontière entre conflit et harcèlement est parfois floue, même pour les professionnels. C'est vrai, Les témoins de situations de harcèlement jouent un rôle clé, même s'ils ne sont pas directement impliqués. c'est vrai. La formation est un bon outil de prévention. C'est assurément vrai. Les procédures pour signaler un harcèlement entre adultes sont les mêmes que celles pour un harcèlement entre élèves. C'est faux. Les établissements scolaires disposent des ressources nécessaires pour accompagner les enseignants victimes de harcèlement. C'est faux malheureusement. Et la dernière, les enseignants hésitent à dénoncer le harcèlement par peur de stigmatisation ou de représailles. C'est parfois vrai. Donc, on va parler harcèlement à l'école, dont on parle beaucoup pour les élèves, mais qu'en est-il des enseignants? Trop souvent invisibilisé, le harcèlement subi par les professeurs est pourtant une réalité qui touche de nombreux établissements. Moqueries, menaces, agressions verbales ou physiques, isolement. Ces situations ont un impact profond sur le bien-être et la pratique professionnelle de certains de nos collègues. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Irène Desjardins, vice-présidente de l'ASL, Autonome de Solidarité Laïque, engagée depuis de nombreuses années dans la défense et l'accompagnement des personnes de l'éducation. Ensemble, on va tenter de mieux comprendre ce phénomène, d'identifier les leviers d'action et de rappeler que, face au harcèlement, il ne faut jamais, jamais rester seul. Bienvenue Irène. Bonjour, merci de m'accueillir. Dites-moi, je veux bien pour commencer que vous nous partagiez un peu, la sensibilité que vous avez, avec ce sujet et finalement pourquoi, pour vous, il est vital d'en parler et de poser des mots dessus? Alors c'est un sujet, qui impacte beaucoup, les situations qu'on peut vivre dans les dossiers de nos adhérents et c'est un sujet délicat parce que, le harcèlement, d'abord il fait des victimes. Il fait des victimes chez les élèves, mais il fait des victimes chez les collègues et c'est quelque chose dont on parle moins. Malheureusement, voilà, l'actualité, nous montre, les situations de harcèlement entre élèves et elle ne nous montre pas les situations de harcèlement entre collègues qui pourtant sont bien présentes et on constate nous, à l'ASL, à l'étude de nos dossiers que ces situations-là, elles sont en augmentation et ce sont des situations très douloureuses parce que les collègues souvent, n'ont pas les bons mots, les bons réflexes pour, dire leur situation. Il y a parfois un sentiment, de honte, de culpabilité à décrire ces situations, à l'exposer la situation dans laquelle on est et ce sont des collègues qui sont souvent isolés et donc c'est beaucoup plus difficile pour eux de réagir face à une situation de harcèlement. Vous prenez je vais être, voilà, très concrète, vous prenez une claque dans la figure par, un collègue ou un parent d'élève, vous savez comment réagir. Une situation de harcèlement, c'est délétère, donc c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. Du coup, je veux bien, vous l'avez glissé en filigrane, qu'on essaye de dresser un peu un état des lieux du harcèlement entre les enseignants en France aujourd'hui. Est-ce qu'on dispose de chiffres ou de tendances sur ce phénomène? Alors, nous, au à l'Autonome de Solidarité Laïque, on édite tous les ans un baromètre du climat scolaire. Cette analyse, elle est faite à partir des dossiers que l'on traite. On traite à peu près 12 000 dossiers par an et on constate alors on est en augmentation au niveau du traitement, des dossiers, hein, on a plus 7 points par rapport à l'année d'avant OK. Ça et de on con façon générale, pas oui, non, ouais, de OK, façon générale d'accord. et on Mmh. constate, une augmentation très significative des situations de conflit. Alors je vais parler de conflit parce que parfois il est très difficile de faire la différence entre une situation de conflit et une situation, de harcèlement. Mais on est passé, pour vous donner un chiffre, on est passé, de 1,2 en 2020 à 22,4 en OK. 2023. De vos Donc dossiers. de dossiers, qui traitent des conflits.
Ah Donc oui, OK. c'est vraiment très significatif et on s'est appuyé aussi pour, analyser un peu cette situation sur, 2 chercheurs, Benjamin Moignard et Éric de Barbieux, qui ont, à 10 ans d'intervalle, 2013-2023, hem, comment dire? Proposé une enquête sur, le climat scolaire. Alors, on constate et c'est sans équivoque un sentiment de dégradation du climat scolaire chez les personnels et sur le harcèlement plus particulièrement, par exemple, dans le second degré, pardon, en 2013, un enseignant sur 10 s'estimait harcelé. Aujourd'hui, c'est un OK. enseignant sur 5. Waouh! Voilà et dans OK. le premier degré, c'est à peu près plus de 17 des personnels qui s'estiment harcelés, soit par, un collègue ou la hiérarchie, soit par, un parent d'élève. Donc c'est vraiment, un voilà, un sujet très prégnant dans les dossiers que l'on peut traiter, à l'ASL. OK. On parle de harcèlement depuis le début, mais est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord sur cette terminologie, ce terme? Quand on parle de harcèlement, on parle de quoi? On parle d'un délit. Ouais. Voilà, on parle d'un délit qui est, codifié dans le code du travail et dans le code pénal. Donc, avec des éléments très caractéristiques du harcèlement et c'est bien là toute la difficulté pour faire reconnaître les har le harcèlement. Il faut qu'il y ait des agissements répétés de la part du harceleur, d'où la nécessité de tout noter, de tout écrire. Et puis, il faut qu'il y ait, u une dégradation des conditions de travail, qui peut entraîner, une altération de la santé, qui peut mettre en péril, la carrière professionnelle, du collègue et il faut qu'il y ait un lien entre ces agissements. Il faut apporter la preuve du lien entre ces agissements répétés et les dégradations des conditions de travail. Voilà, donc c'est vraiment très, très précis comme délit, un délit qui quand même, peut entraîner une condamnation qui va de 1 à 3 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Voilà. Mmh. Tout à l'heure, vous parliez, du nombre de dossiers de conflits que vous traitiez. Je pense que c'est important ici, d'essayer de trouver ce qui sépare le conflit du harcèlement. Est-ce que vous voulez bien Oui, essayer de dresser cette ligne? oui, ben, voilà, quand les collègues, nous sollicitent à l'autonome pour des situations qu'ils, décrivent comme du harcèlement, nous on essaye d'analyser un petit peu la situation avec eux parce qu'effectivement, il y a beaucoup de situations qui sont des situations conflictuelles, qui par exemple, je sais pas, je vais donner des exemples, mais un enseignant, qui, nous dit que le directeur d'école, tous les jours, lui dit qu'il arrive en retard, et ben, c'est répété. Ça peut altérer, les conditions de travail du collègue, mais pour autant, c'est pas du harcèlement dans la mesure où, on a des obligations et si on a des remarques, qui sont répétées, c'est parce qu'on n'est pas en phase avec nos obligations, voilà, de fonctionnaire et donc ça, c'est pas du harcèlement. Les injonctions qu'on peut avoir de son supérieur hiérarchique ne sont pas toujours du harcèlement. Il faut vraiment après décortiquer la situation pour, analyser, les faits et dire: «Oui, là, on s'oriente vers du harcèlement, là, non, c'est plutôt un conflit». On n'est pas d'accord sur, la répartition des classes, c'est pas du harcèlement. Voilà, il faut vraiment être attentif à ça. Après, il y a des signes, hein, du de voilà, quand, on répète tous les jours aux collègues, qu'ils ne devraient pas s'habiller comme ça, on lui coupe la parole systématiquement, on ne tient pas compte de son avis, de son opinion. Tout ça, ce sont des signes qui, par contre, là, font penser que, le collègue pourrait être dans une situation de harcèlement. Mmh. Vous avez dit quelque chose qui est important ici, c'est qu'il y a un vrai travail, d'analyse. C'est-à-dire que j'imagine que dans vivre en société, vivre avec, des personnes, c'est générateur de conflits. Le conflit, je dirais qu'il est inhérent à Tout la à vie fait. en société et là, quand on a ce ressenti,
finalement d'injustice, parce que je pense que c'est ça qui nous fait basculer. C'est-à-dire que on se sent on se sent pas écouté et on se sent mal compris. Il y a un vrai travail d'analyse à faire de soi envers soi, peut-être accompagné de quelqu'un pour analyser la situation et dire: «OK, cette situation, en fait, vous la vivez comme ça, mais peut-être que vous, vous avez des choses à faire pour éviter le conflit», ou l'analyse mène au fait que: «Ah oui, non, ça, c'est pas de votre responsabilité, ça appartient au fonctionnement et au comportement de l'autre». Oui, c'est très difficile pour les collègues qui sont dans ces situations-là, de faire la part des choses. Alors effectivement, des fois, ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils subissent et ils s'isolent. Heu, c'est le collègue qui va plus dans la salle des maîtres, qui va plus dans la salle des profs, qui n'interagit plus, voilà, et il ne se rend pas compte parfois ou alors il subit, et il n'ose pas agir, et là, il y a absolument nécessité, de se faire aider, d'avoir, un interlocuteur qui va pouvoir, un interlocuteur neutre, qui va pouvoir, mettre des mots sur la situation, que vit le collègue, et nous, à l'ASL, on fait ça depuis 120 ans. Notre mission, c'est justement d'accompagner les collègues dans ces situations et de leur faire prendre conscience de ce qu'ils vivent, et parfois de leur dire: «Bah, non, c'est pas du harcèlement, c'est simplement parce que, il y a un désaccord, sur la pédagogie ou sur des éléments très factuels, mais ce n'est pas du harcèlement. Vous pouvez résoudre la situation en vous adressant à votre supérieur ou en discutant avec les collègues». Quand on parle de harcèlement, là, les éléments sont caractérisés. Nous, on est formés à l'ASL à ces situations-là. C'est-à-dire qu'on a des formations par, nos avocats conseils qui nous qui nous donnent les éléments juridiques qui nous permettent de mieux cerner ces situations-là, et on reçoit les collègues et là, on les aide à poser des mots sur leur situation et à bien analyser les différents, faits dont ils nous font part. Parfois, heureusement, ça ne débouche pas à chaque fois sur des situations de harcèlement. Alors les conflits, c'est pas plus facile à vivre, hein, bien évidemment, mais ça n'a pas la même, caractéristique pénale. Oui, tout Voilà. à fait. Ouais, complètement. Vous parlez d'isolement, vous parlez du fait que, parfois, les collègues, ne se rendent pas compte de ce qu'ils subissent. J'aimerais bien vous emmener sur, la question de la responsabilité, en tout cas du rôle que jouent, les collègues, les spectateurs dans la dans ces situations de harcèlement qui qui naissent, heu, à bas bruit, dans nos établissements. Alors ils ont un rôle, essentiel. Déjà, ils ont une obligation. L'obligation, c'est l'article 40 qui nous oblige, nous, fonctionnaires, à signaler tout tout délit ou tout crime dont on pourrait avoir connaissance. OK, Alors c'est très compliqué parce que, le témoin d'agissement, lui aussi, il est dans cette même difficulté d'analyser la situation, et il y a souvent, de la je dirais de la pudeur ou, tout à fait. de la retenue à signaler des faits. Mais pour autant, on sait le faire vis-à-vis des élèves. C'est-à-dire C'est qu'un vrai, élève qui nous dit quelque chose, on cherche pas à savoir si, y a les faits sont réels ou pas, on a l'obligation de le signaler. Et bien, pour un enseignant, qui un collègue dont on soupçonne qu'il est dans une situation de harcèlement, c'est exactement la même chose. On a l'obligation de le signaler. Alors, au supérieur hiérarchique, si, s'il ce n'est n'est pas si dans le exactement, voilà, s'il n'est pas dans le conflit, on va dire, dans le har si c'est pas le harceleur, c'est ça, mais, ça peut être aussi par, le biais, du registre, SST, qui permet aux enseignants, aux enseignants qui s'estiment victimes, mais aussi aux enseignants qui s'estiment, enfin qui sont témoins d'une situation comme ça. En tous les cas, il faut en parler, il faut le signaler, c'est une obligation.
On peut aussi s'adresser aux collègues si on a un peu des liens proches avec lui et bien, essayer de discuter avec lui pour l'amener à poser des mots sur la situation qu'il vit. Mais voilà, c'est une obligation et d'ailleurs, si, l'affaire devait être portée devant les tribunaux, hem et bien, les témoins d'une situation de harcèlement qui se seraient abstenus pourraient être mis en cause. Voilà. OK. Non, mais c'est important. Le harcèlement étant un délit, on a obligation, de le dénoncer, Tout à fait. Voilà. si on est, témoin, de cela, avec toute, la difficulté que ça peut comporter, bien sûr. Hem, du coup, là, ce qui m'intéresse, c'est de comment vous vous accompagnez et comment on fait pour passer du statut de victime à je subis quelque chose, je prends conscience que je subis quelque chose, à agir. Et j'agis comment et je fais quoi pour sortir de ce cercle infernal qu'est le harcèlement? Alors déjà, quand les collègues contactent l'autonome de solidarité, c'est que déjà qu'ils sont dans l'action. Voilà. Donc on a malheureusement des collègues qui n'agissent pas et qui subissent. Voilà et là, et nous, l'autonome, sauf à être collègue, dans l'établissement où se trouve cette personne, on n'a pas connaissance de ça. Heu, alors on agira, j'en parlerai plus tard, par la formation, hein. Mais voilà, le collègue qui fait la démarche de venir nous voir et bien, la première chose, on l'écoute. Voilà. On le laisse, évoquer sa situation, parler, hem, on n'a pas de jugement. Nous, voilà, on est un tiers neutre, je dirais, par rapport à un chef d'établissement ou même un collègue auprès duquel le voilà la victime aurait, un peu d'appréhension, pour, s'épancher. Nous, voilà, on est là, on est formé à ça, à écouter le collègue et à analyser sa situation. Et donc, on pose un premier, je dirais un premier diagnostic. On analyse suffisamment la situation pour dire: «Bah, là, effectivement, il nous semble que vous êtes dans une situation de harcèlement». On l'invite à nous donner tous les éléments de preuve qu'il pourrait avoir et puis on l'oriente, vers un avocat conseil qui lui, pourra, l'aider à faire un dépôt de plainte notamment. Voilà. Mais là, c'est vraiment quand, on a appréhendé la situation et voilà, les éléments sont clairs. Après, il y a des situations où c'est un peu plus difficile, où, où on est à la limite entre le conflit et ce qui pourrait déboucher sur du harcèlement et donc là, on oriente le collègue vers des dispositifs qui peuvent l'aider. Alors c'est évidemment, par exemple, l'assistante sociale des personnels, c'est, une audience auprès de son supérieur hiérarchique, s'il n'est pas, l'auteur, des faits. C'est, la déclaration dans le registre SST. Puis si les conditions, de travail sont trop dégradé et que le collègue a un impact sur sa santé, ben, on l'oriente vers le médecin de prévention du rectorat. La question c'est comment qu'est-ce que vous avez comme expérience d'accompagnement qui permettent, enfin, pardon, je vais reformuler autrement. Qu'est-ce que vous savez de ces personnes qui, du coup, déclenchent, quelque chose pour devenir acteur et entre le moment où on déclenche quelque chose et il est statué, jugé, il faut continuer à vivre dans son établissement. Qu'est-ce que vous avez comme témoignage de cette expérience d'entre-deux qui doit être assez complexe, j'imagine? Alors effectivement, il faut reprendre les rênes. Il faut Mmh, agir c'est et ça. ne plus Mmh, subir mmh, et donc nous, c'est sortir de l'isolement et oui. reprendre le contrôle de la situation. Donc c'est faire un dépôt de plainte si, voilà, si l'avocat, heu, a estime que la situation de harcèlement est caractérisée, il faut faire un dépôt de plainte. C'est extrêmement difficile pour les collègues, hein, déposer plainte, c'est pas un acte anodin.
C'est pas simple parce qu'on n'est pas toujours, reçu, comme on l'espérait par, les officiers, de gendarmerie ou de police, mais il faut insister et nous on donne les conseils, hein. On donne les conseils pour, comment aller déposer plainte, bien poser, le pourquoi du dépôt de plainte. Donc là, on a l'aide des avocats conseils, hein, qui accompagnent, ces dépôts de plainte et puis, ensuite il faut demander la protection fonctionnelle parce que, et là, le plan tranquillité scolaire, il y a un projet de loi en discussion sur la protection fonctionnelle des agents. L'État, l'employeur a l'obligation de protéger ses salariés et OK. donc l'éducation nationale a l'obligation de protéger les enseignants et les personnels en mission d'éducation. En 2 Donc il mots, protection fonctionnelle? Je veux bien, Alors la protection fonctionnelle, c'est, tout agent qui est victime, d'une agression, victime d'une ouais. diffamation Mmh. ou qui est mis en cause par un Oui, parent, d'accord. par un collègue, voilà, heu, doit bénéficier de, la protection fonctionnelle, c'est-à-dire, la substitution de l'État dans un premier temps, à la situation qu'il vit et ça lui permettra de bénéficier de mesures, spécifiques. Ça peut être, l'éloignement de l'auteur des faits, ça peut être, le déplacement, du collègue, la suspension de la personne qui est soupçonnée d'agression ou de harcèlement. C'est la prise en charge, des frais d'avocat. Voilà, donc il y a tout un dispositif, qui permet à l'agent qui demande la protection fonctionnelle d'être protégé par son OK, employeur. Voilà. d'accord. Mmh. Et donc Heu, ça, c'est quelque chose qui est, l'octroi de la protection fonctionnelle pose question. C'est pas équitable sur, toutes les académies. le territoire. Alors on Mmh. espère qu'avec le plan tranquillité scolaire et le projet de loi, parce que là, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, le rectorat a 2 mois pour répondre à une demande de protection fonctionnelle. OK. Voilà, et dans, le projet, de loi, ça serait 2 jours, ce Ah, qui est quand même beaucoup plus et cohérent. oui, tout à fait, Voilà. qui est beaucoup plus cohérent avec la situation, effectivement. Voilà, et Mmh. puis, dans des situations comme ça où le collègue, il a déposé plainte et il doit revenir travailler parce que c'est lui la Ah, victime et qu'il y a pas mais de ouais, raison, ouais. voilà, et bien, c'est à l'administration à prendre des mesures pour, permettre le retour dans l'établissement du collègue qui a été victime de ces situations-là. Donc, ça peut être des sanctions disciplinaires, hein. Je veux dire, il faut que le harcèlement est un délit, il doit être condamné et il est condamné par la justice, mais il est condamné aussi par des mesures, de de procédure, disciplinaire. Disciplinaire, OK. Et est-ce que on peut imaginer que, le fait de passer à l'action, de déclencher une procédure, on reste isolé parce que, on n'est pas écouté et pas soutenu par sa hiérarchie, peut-être voire même que c'est la hiérarchie, qui est incriminée, et ça, c'est, j'imagine, très complexe de de sortir de cet état où on on demande protection à sa hiérarchie, mais en fait, c'est la hiérarchie, qui est incriminée. Vous voyez? Il y a quelque chose d'assez, C'est les situations effectivement les plus difficiles à vivre, pour autant, que ce soit un parent d'élève, un collègue, ou, un IEN, un chef d'établissement, le la règle est la même pour tout le monde, c'est voilà, ça, et ouais. donc il faut Mmh. faire prendre conscience à la victime que, quand bien même ça serait un supérieur hiérarchique, un Ouais. chef d'établissement, un directeur d'école, qui serait, l'auteur des faits, heu, il a toute sa légitimité à réagir. Ouais, Voilà, ouais, tout à fait. et ne si c'est trop difficile dans le cadre, scolaire de demander de l'aide, eh bien moi je conseille aux collègues de venir à l'ASL, et parce Bah, que oui. nous sommes, voilà, un tiers, neutre, et on pourra lui donner, tous les outils pour reprendre les choses en main et agir. C'est important ce que vous dites, hein. C'est, finalement, quand on subit quelque chose, on en prend conscience, on est seul. Il faut sortir de cet isolement d'une quelconque manière avec un tiers, dans
son milieu, professionnel ou un tiers neutre comme, l'autonome de solidarité. On analyse, le but étant d'analyser, de sortir de l'état de victime, enfin, en tout cas, pas de victime, du fait de subir pour devenir a acteur. Mais il y a un autre pan sur lequel vous agissez qui est celui de la prévention. Parce que je trouve que tout ce que vous voulez dire, si on ne l'a pas en tête, et ben, on ne sait pas qu'on est dans son bon droit et qu'il y a quelque chose qui nous protège. Oui, alors on est persuadés, nous, à l'Autonome, que, heu, l'amélioration du climat scolaire, elle est vitale, surtout en ce moment, ça c'est clair, et qu'elle ne peut passer alors elle doit passer aussi par la prévention, et la prévention, elle ne peut être faite que par la formation. Donc il y a absolument, nécessité à former les personnels de l'éducation nationale aux risques juridiques de leur environnement professionnel. Il faut qu'ils aient, les réflexes, les bases de ce qu'est l'environnement juridique dans lequel ils œuvrent tous les jours. Voilà. Si on ne sait pas ce que c'est que le harcèlement, on ne peut pas comment dire? L'appréhender de la Oui, même façon. tout à Voilà, fait. et aussi je pense aussi aux auteurs, voilà, s'ils savent que, eh bien, en agissant ainsi, ils risquent, 3 ans de prison, bah, ça peut aussi, amener à réguler un peu des comportements, qui ne sont pas acceptables. Voilà, donc c'est vraiment, absolument nécessaire. Il faut former, les personnels de l'éducation nationale, et nous, on a signé des conventions avec, le ministère de l'Éducation nationale, depuis 2012, qui nous permettent de rentrer dans les plans académiques de formation et de proposer aux acteurs des formations juridiques. Donc ce sont des formations qui sont, menées par, les militants de l'ASL, mais toujours accompagnés d'un avocat D'un conseil. avocat. Voilà. Mais c'est important, hein. C'est vrai, moi, je réfléchis à mes 25 ans au sein, de l'éducation nationale. Je n'avais C'est pas que je n'avais aucune si, non, non, j'avais aucune idée du cadre juridique, vraiment des droits, des devoirs, de ce qui était, de l'ordre du droit et en dehors du droit. Et finalement, on pourrait espérer, que nos jeunes enseignants démarrent leur vie active avec ce capital-là. Oui, bah, d'ailleurs, on propose, hein, on a des conventions avec les INSP, et on propose nos formations, aux étudiants, aux stagiaires pour les armer, voilà, Ouais, bien sûr. pour leur vie, professionnelle future. Oui, donc en termes de prévention, j'entends 2 volets, hein, comment dire? Ce capital, intellectuel de savoir dans quel cadre juridique on exerce. Ça, c'est vraiment important, et il y aurait une autre entrée. Est-ce qu'il y a des messages clés sur cette prévention? Hem, qu'est-ce qu'il faudrait avoir en tête en tant que professionnel concernant, bah, la relation au travail, finalement? C'est compliqué comme question. Oui, c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est compliqué, mais j'imagine que dans vos formations, il y a ce volet très technique de, de la loi, et vous le rappeliez au début, et ça, c'est vraiment important parce que ça sécurise. Mais il y a quelque chose de l'ordre du plus subtil et qui a installé dans une culture professionnelle et d'établissement, qui pourrait être que finalement, il n'y a Heu, on n'a pas à subir, des relations délétères, de nos collègues. C'est un message qui paraît peut-être basique, mais de l'intégrer, c'est peut-être déjà se mettre en prévention et de se dire: «Eh, mais en fait, je». Oui, bah, je pense qu'effectivement après, on fait ça instinctivement avec nos élèves, et on est voilà, on le fait instinctivement, et on n'est pas capable, de le faire, pour nos relations entre adultes. Je pense effectivement que c'est une nécessité d'avoir des outils, des outils heu, pour prévenir ce genre de situation. Alors, il y a bien évidemment, la formation, mais il y a peut-être aussi, de la part de l'État, de la part de l'éducation nationale. Alors, ils font des choses, hein, puisque,
il y a quand même des dispositifs, d'alerte. Alors il y a le programme phare pour, les élèves, mais il y a aussi des dispositifs, notamment le plan tranquillité scolaire qui 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 doit, apporter tous ces éléments qui permettront d'apporter de la sérénité dans les relations entre adultes. Alors je pense on constate, hein, et les études dont je vous ai parlé le confirment, il y a une dégradation des conditions de travail qui ne sont pas liées évidemment au harcèlement, mais le harcèlement peut dé peut découler de ces situations. Ça devient de plus en plus difficile d'exercer, pour tout un tas de raisons, et du coup les relations entre adultes, elles subissent ces conditions de travail et ça entraîne des situations de conflit, de harcèlement, d'agression, voilà, penser que les relations entre enseignants se dégradent, c'est antinomique avec l'idée qu'on se fait d'un enseignant. Voilà. Donc il y a vraiment un problème sociétal là qu'il faut mesurer et auquel il faut apporter des réponses parce que c'est tout l'avenir, du service public d'éducation qui est en jeu. Donc et c'est l'avenir de nos élèves aussi. Mmh. Voilà. Si on avait, alors, j'entends, hein, le volet, juridique, se former là-dessus, mais je veux bien vous pousser encore un tout petit peu sur ces messages clés, c'est-à-dire, de dire: «Là, à la fin de cette émission, je suis, un ou une collègue qui finalement est dans une situation un peu enfin, un peu difficile» et avoir deux trois balises comme ça, de dire: «Je j'ai le droit de me poser la question et de finalement d'aller questionner la Tout à relation fait. que» ça, c'est une première chose. Je pense que Mmh. déjà de se donner la légitimité. Est-ce qu'il y aurait autre chose à comme première entrée ou première oui, balise, j'ai envie de dire, sur ce chemin de À partir du moment où un collègue, hem, se pose la question. Déjà, on le constate, dans sa tête et dans son corps quand, on vit une situation difficile, hein. Donc il y a des signes qui vont alerter et la légitimité, elle doit être pour tout le monde. On a le droit de se poser la question et on a le droit de se tromper. On a le droit de venir voir un collègue, on a le droit de venir voir un militant de l'ASL et de lui dire: «Voilà, je suis dans une situation comme ça, je ne sais pas trop si c'est du harcèlement ou si c'est simplement un conflit, mais j'ai besoin de votre éclairage». Donc ça, c'est la première balise, c'est quand je le sens, je ressens dans ma chair, qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut en parler. C'est la première balise. Et même si c'est pas du harcèlement, même si c'est du conflit, on a le droit d'en parler. On a le droit ouais, de ne tout à fait. pas, accepter les situations de conflit. Alors il y a du conflit qui est bénéfique, hein. Se Constructif, ouais, tout se à fait. chipouiller sur, Ouais, ouais, bien sûr. des organisations, sur, des projets d'école parce qu'on n'est pas d'accord, bah, c'est normal et c'est bien parce que ça fait, bouillonner, les neurones et c'est parfait. Mais dès que ça devient, agressif, dès que ça devient, délétère, dès que ça devient, Que ça atteint la malsain, personne finalement, que ça voilà, atteint, voilà, quand ça atteint la personne, on a toute légitimité à dire, «Non, stop» et dans ce cas-là, il faut se faire aider. Ça, c'est, je pense, la première balise. Je pense aussi qu'il faut alerter son administration. Il faut que l'employeur, il sache que potentiellement, il y a une situation là qui pourrait, dégénérer ou qui pourrait s'apparenter à quelque chose de judiciarisable. Ouais, Voilà. ouais, ouais, tout à Donc fait. voilà, il faut pas hésiter et puis il y a des personnels, de santé à l'éducation nationale, je pense aux assistantes sociales des personnels et aux médecins de prévention. Elles ont un regard très acéré sur ces situations-là, il ne faut pas hésiter à aller les voir. Et puis bien évidemment, prendre contact avec l'autonome parce que nous, voilà, on est formés à ces situations. Merci, je vous ai poussé un peu là-dessus, Non, mais mais c'est je trouve ça vraiment intéressant parce que ça donne, voilà, ça donne une structure, une balise, un peu une checklist des questions à se poser quand à partir de ce ressenti, en se disant: «Oh, c'est de pas toute normal ce façon, que je vis, quoi». on a 2 solutions, soit on baisse la tête Ouais, c'est ça. Mmh. et on subit,
avec toutes les conséquences dramatiques que cela peut avoir. Soit on réagit et on dit: «Non, cette situation-là, moi, elle ne m je ne veux plus la supporter», et on n'a pas à avoir honte des conséquences que cela peut avoir. Voilà. Ouais, ouais. Merci, pour ça. J'avais envie qu'on termine sur une note, constructive, un peu plus positive et j'avais envie de vous emmener, dans un monde idéal, qu'on pourrait, construire, qu'on pourrait est-ce qu'on pourrait imaginer un établissement, je dirais, suffisamment protégé? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que, heu, le climat scolaire soit suffisamment serein dans un établissement? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Alors on rêve tous de ça et ça ne devrait pas être un rêve, ça devrait être une réalité. L'école, c'est le creuset de la société, c'est l'avenir de la société, c'est l'avenir de nos élèves, de nos enfants. Donc, se poser la question d'un climat serein à l'école, c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà, donc malheureusement, on constate que le climat, il est pas forcément serein partout, loin de là. Donc il faut qu'il y ait déjà une prise de conscience, hein, des pouvoirs publics sur, l'état de l'école aujourd'hui et les conséquences que ça pourrait avoir sur, la société. On doit à nos élèves, on doit à nos enseignants, un espace, sécurisé, heu heu, comment dire? Où le collectif a toute sa place, où le respect de l'autre a toute sa place. Donc voilà, moi je pense qu'on peut, c'est légitime de demander ça et on doit pouvoir l'obtenir. Alors et ça demande des moyens, hein, bien évidemment que ça demande des moyens. Je pense aux élèves qui sont porteurs de handicap et qui sont dans nos écoles et qui dont la scolarité, est parfois chaotique, est parfois douloureuse. Elle est douloureuse aussi pour les enseignants qui les encadrent parce qu'il y a pas les moyens, il y a pas la formation. Donc tout ça, ça participe à cette dégradation du climat scolaire et on a droit à pouvoir exercer notre métier dans des conditions sereines. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on soit formés, il faut qu'on ait les moyens de pouvoir exercer, dans de bonnes conditions pour que nos élèves puissent, être, un jour aussi, eux, des enseignants, qui qui ont envie de partager leur savoir et de participer, à la collectivité et à la société. Aujourd'hui, on voit, hein, que le nombre de candidats, au au concours de l'éducation nationale, c'est en descente libre. Ben, voilà, c'est dramatique. Merci beaucoup pour, tous Je ces vous en mots prie. parce que l'objectif était effectivement de permettre, aux collègues, soit qui subissent, soit qui sont spectateurs, d'intégrer le fait qu'il faut absolument sortir de l'isolement, soi et la personne, qui subit, en mettant des mots dessus, en se sentant légitime humainement à le faire et en étant intimement persuadé qu'il y a un cadre juridique, qui doit nous protéger Tout à fait. et rappeler que le harcèlement est un délit. Merci beaucoup. Merci à vous.